30 juillet, 11 heures du matin. Devant cet immeuble de Toronto, le temps s'est arrêté il y a 40 ans. C'est ici, à cette minute exacte, que Nicole Morin, 8 ans, s'est volatilisée en sortant de chez elle. Sa disparition a déclenché la plus grande et la plus coûteuse enquête de l'histoire de la ville. Un investissement économique colossal, des milliers d'heures de travail, pour rien. Aucune trace, aucun indice. Juste un silence de 4 décennies. Comment une enfant peut-elle disparaître de la sécurité supposée de son propre foyer? Avant de reconstituer ces derniers instants, si vous voulez nous aider à ne jamais oublier ces histoires, prenez une seconde pour aimer cette vidéo, vous abonner à Traces perdues et activer la cloche. Votre soutien est essentiel pour que la vérité ne se perde pas. À l'ère numérique, la quête de réponse est compliquée par un défi unique, l'omniprésence du nom Nicole Morin. Une simple recherche sur Internet déclenche une avalanche de résultats sans rapport avec la disparition de 1985, créant une sorte de brouillard numérique. Il est essentiel de dissiper ce brouillard pour se concentrer sur les faits. De nombreuses autres femmes accomplies portent ce nom. Dans le monde universitaire, Nicole A. Morin, une chercheuse affiliée à l'université Brown dont le travail est reconnu. Une autre diplômée en microbiologie qui a poursuivi ses études en sciences de la santé environnementale. Dans le domaine social, Nicole Mélissa Morin est une travailleuse sociale clinicienne agréée, spécialisée dans l'aide à la communauté LGBTQIA+. Le monde des arts et de la littérature compte également plusieurs Nicole Morin. Une artiste plasticienne et auteure française, une peintre québécoise et même une éditrice de romans policiers. Dans le monde des affaires, une Nicole Morin est avocate associée dans un grand cabinet canadien, se concentrant sur le financement national et transfrontalier, un domaine où la gestion de la richesse et des transactions complexes est primordiale. Cette multiplicité de profils, bien que témoignant de réussites individuelles, enterre involontairement les détails de l'affaire. Elle rend plus difficile la diffusion d'informations crédibles et ciblées auprès d'une nouvelle génération qui n'a pas connu le choc initial de 1985. Ce documentaire sert non seulement à raconter l'histoire, mais aussi à la mettre en lumière, de manière claire et sans ambiguïté. Car derrière ce nom partagé par beaucoup, se cache le silence assourdissant laissé par la disparition d'une seule. Une petite fille de 8 ans qui, un matin d'été, est sortie pour aller nager et n'est jamais revenue. Le matin du mardi 30 juillet 1985, le monde de Nicole Morin, 8 ans, était fait de joies estivales ordinaires, un monde de piscine, d'amitié et du confort familier de son appartement. Un monde qui allait être irrévocablement brisé en l'espace de quelques minutes. Pour comprendre le mystère de sa disparition, il faut d'abord comprendre la vie qu'elle menait et l'environnement d'où elle a été arrachée. Nicole Louise Morin était née le 1er avril 1977. Elle était la fille unique et tant attendue d'Arthur et Jeannette Morin. Durant cet été 1985, c'était une élève de 3e année brillante et pleine de vie, en vacances de son école. Les photos de famille montrent une fillette souriante, aux yeux bruns et chaleureux. Elle mesurait 1,20 m et pesait 23 kilos. Ses proches la reconnaissaient à quelques traits distinctifs. Une petite tache de naissance sur le côté supérieur droit de son front, un espace notable entre ses dents de devant et des oreilles percées qui ressortaient légèrement. C'était de l'avis de tous une enfant typique et heureuse, impatiente de passer une journée à la piscine. Le décor de cette tragédie est plus qu'un simple lieu. C'est un personnage central du mystère. Le 627 The West Mall est une tour vertigineuse de 20 étages, abritant 429 appartements distincts, un véritable quartier vertical. À l'intérieur, les couloirs de chaque étage sont longs et uniformes, créant un sentiment d'anonymat malgré la proximité de centaines de résidents. La famille Morin vivait dans un appartement terrasse, un penthouse au 20e étage. Le terme penthouse peut évoquer une image trompeuse de luxe et de sécurité. Bien qu'il désigne leur position au sommet de l'immeuble, la réalité était bien différente. Le couloir devant leur porte était un passage semi-public et les ascenseurs, le hall d'entrée et les autres espaces communs étaient constamment utilisés par une population nombreuse et changeante de résidents et de leurs invités.
Cet environnement était un paradoxe, une sécurité perçue au sein d'un espace à fort trafic et anonyme. C'était une extension de la maison de Nicole, un endroit qu'elle avait parcouru d'innombrables fois, mais c'était aussi un espace qui pouvait offrir une couverture à quelqu'un ayant de mauvaises intentions. Le crime ne s'est pas produit dans un lieu isolé, mais dans cette zone liminale, entre la sécurité de l'appartement familial et l'anonymat du grand bâtiment. La séquence des événements de ce matin fatidique commence par la routine et se termine par le mystère. D'abord, Nicole descend chercher le courrier dans le hall, un aller-retour simple et banal. Peu de temps après, elle utilise l'interphone pour confirmer à son amie qu'elle est en chemin pour la rejoindre. Puis, elle dit au revoir à sa mère et quitte l'appartement. Elle porte un maillot de bain, une pièce de couleur pêche avec des rayures, un bandeau vert dans les cheveux et des chaussures en toile rouge. Elle emporte un sac en plastique contenant une serviette de plage violette, une couverture, de la lotion solaire et une brosse à cheveux. Elle est vue pour la dernière fois marchant dans le couloir en direction de l'ascenseur. 15 minutes plus tard, son amie, qui attend toujours dans le hall, s'inquiète de ne pas la voir arriver et appelle l'appartement des Morin. L'attente devient insoutenable et après 4 longues heures sans nouvelles, sa mère contacte la police. En quelques instants, quelque part entre la porte de son appartement et le hall d'entrée, Nicole Morin a disparu. Elle est sortie de chez elle pour entrer dans un mystère qui dure depuis 4 décennies. Le vide de 4 heures entre le moment où Nicole n'est pas arrivée dans le hall et l'appel officiel à la police a été une fenêtre de temps critique, une période qui allait définir les défis de l'enquête. Lorsque l'appel de Jeannette Morin a finalement été passé, il a déclenché une réponse policière et communautaire d'une ampleur que la ville de Toronto n'avait jamais connue auparavant. Le service de police de Toronto a immédiatement reconnu la gravité de la situation et a lancé ce qui allait devenir la plus grande enquête sur une personne disparue de son histoire. L'ampleur des ressources mobilisées était stupéfiante. Un groupe de travail de 20 membres a été formé et est resté actif pendant 9 mois, investissant plus de 25 000 heures de travail. Rien que pour la première année, l'enquête a représenté un coût économique colossal, estimé à 1,8 million de dollars, une somme astronomique pour l'époque, qui démontre l'engagement financier total de la ville pour retrouver l'un de ses enfants. L'effort humain a été tout aussi vaste, les enquêteurs interrogeant environ 6 000 personnes, un chiffre qui incluait des centaines de délinquants sexuels connus. L'objectif immédiat de la recherche était l'immeuble lui-même. Consciente que Nicole n'avait peut-être jamais quitté les lieux, la police a entamé une inspection méticuleuse, porte à porte, des 429 appartements du complexe. L'urgence était telle que les agents entraient dans les logements, même lorsque personne ne répondait, craignant que Nicole ne soit retenue captive à l'intérieur. Cette fouille exhaustive s'est étendue à chaque recoin du vaste complexe, avec des chiens pisteurs amenés pour fouiller les garages souterrains, les locaux techniques et les casiers de rangement. L'effort de recherche a rapidement dépassé le cadre des forces de l'ordre. La communauté, ébranlée par la disparition d'un enfant en son sein, s'est mobilisée en force. Plus de 900 résidents du quartier ont participé à la recherche physique de Nicole. L'affaire est devenue la première grande initiative de la nouvelle organisation Toronto Crime Stoppers, qui a rapidement offert une récompense, imprimé des affiches et produit une reconstitution vidéo des derniers mouvements connus de Nicole, diffusée à la télévision quelques semaines plus tard. Le cas de Nicole Morin est devenu un tournant tragique, mais crucial dans l'approche des enquêtes sur les enfants disparus au Canada. Le délai initial de 4 heures avant que sa disparition ne soit signalée a mis en évidence les faiblesses systémiques des protocoles de l'époque. En 1985, une approche attentiste n'était pas rare. Cependant, dans les cas d'enlèvement, ce temps perdu est la période la plus critique pour une issue favorable. L'enquête massive mais finalement infructueuse sur Nicole a servi de leçon concrète sur les conséquences dévastatrices de tels retards. Ainsi, de cette perte tragique est né un gain inestimable pour la protection des générations futures, une leçon amère payée au prix fort, qui a contribué à la mise en place de systèmes d'alerte rapide que nous connaissons aujourd'hui. Au cours des 40 années qui se sont écoulées depuis la disparition de Nicole Morin, l'enquête n'a pas été définie par ce qui a été trouvé, mais par ce qui ne l'a pas été.
L'absence totale de preuves matérielles, pas de vêtements, pas de sac, pas de traces médico-légales, a créé un vide probatoire. Dans ce vide, quelques indices narratifs, à la fois alléchants et profondément ambigus, ont été jetés. C'est autour de ces fragments que toutes les enquêtes et spéculations ont tourné pendant des décennies. L'indice potentiel le plus significatif de toute l'affaire est l'observation d'une femme blonde non identifiée au 20e étage, le matin même de la disparition de Nicole. Une voisine a rapporté avoir vu cette femme dans le couloir environ 45 minutes avant que Nicole ne quitte son appartement. Le témoin a fourni une description détaillée. Une femme blanche, âgée d'environ 35 ans, mesurant entre 1,65 m et 1,70 m, de corpulence mince et au teint clair. Elle avait les cheveux blonds et était vêtue d'un chemisier blanc ou crème et d'une jupe blanche avec un motif noir. Plus curieusement encore, elle tenait un carnet de notes. La police a désespérément cherché cette femme en tant que témoin clé potentiel, mais elle n'a jamais été identifiée et ne s'est jamais manifestée. Son silence, face à l'une des recherches les plus intenses et les plus médiatisées de l'histoire de la ville, reste un élément profondément suspect et non résolu. Le détail peut-être le plus glaçant et le plus sensationnel à émerger de l'enquête fut une note découverte dans le journal intime de Nicole. Écrite au crayon par une main d'enfant, la note contenait une seule phrase étrange : « Je vais disparaître ». Cette découverte a immédiatement alimenté les spéculations sur une fugue planifiée, ou plus sinistrement, sur une prémonition de son propre enlèvement. Cependant, le contexte de la note est essentiel. Les enquêteurs ont déterminé qu'elle avait été écrite des mois avant sa disparition. Pour cette raison, la police a largement conclu que l'entrée était probablement le produit de l'imagination active d'un enfant. Malgré l'évaluation officielle, la prescience obsédante de la note en a fait un centre de gravité pour les spéculations publiques et en ligne. Les derniers moments du trajet de Nicole depuis son appartement sont sujets à une légère mais cruciale divergence dans les récits officiels. Le compte-rendu le plus détaillé, cependant, précise qu'une femme habitant au 17e étage a pris l'ascenseur avec Nicole. Ce témoin a dit à la police qu'elle a vu Nicole sortir de l'ascenseur dans le hall, puis la femme a poursuivi son propre chemin vers le garage du sous-sol de l'immeuble. Si ce récit est exact, il a des implications profondes. Il signifie que Nicole n'a pas été enlevée dans le couloir relativement isolé du 20e étage, ou dans l'espace confiné de la cabine d'ascenseur. Au lieu de cela, elle a été enlevée dans la zone la plus publique et la plus fréquentée de l'immeuble, le hall d'entrée, ou dans le court espace ouvert entre les portes du hall et l'entrée de la zone de la piscine à l'arrière du complexe. Cela aurait été un acte d'une audace incroyable, nécessitant que l'agresseur maîtrise et emmène une fillette de 8 ans d'un lieu de passage central au milieu d'une matinée d'été, sans déclencher d'alarme ni être vu de manière définitive. L'enquête initiale et frénétique de 9 mois menée par le groupe de travail a fini par ralentir. Mais l'affaire Nicole Morin n'a jamais été véritablement classée. Pendant 4 décennies, elle est restée un dossier ouvert et actif pour le service de police de Toronto. Un écho persistant dans la conscience de la ville, maintenu en vie par les efforts inlassables des enquêteurs, des groupes de défense et de sa propre famille. À mesure que la science médico-légale et la technologie des médias progressaient, les outils utilisés pour rechercher Nicole évoluaient également. En 2014, pour marquer le 29e anniversaire, la police de Toronto a publié une nouvelle vidéo de reconstitution moderne. L'un des outils les plus vitaux a été l'utilisation de portraits robots vieillis. La première image de ce type a été diffusée à l'échelle internationale en 2001, suivie de croquis mis à jour au fil des ans, le dernier en date de 2025, la montrant comme une femme de 48 ans. Parallèlement aux efforts de la police, des organisations ont travaillé sans relâche pour que le visage de Nicole ne soit pas oublié. Les récompenses financières ont également évolué. La récompense initiale de 100 000 $ était pour le retour en toute sécurité de Nicole. Cependant, la nouvelle récompense de 50 000 $ annoncée en 2025 est pour des informations menant à sa localisation. Ce changement de langage est une reconnaissance silencieuse de la sombre possibilité qu'après 40 ans, l'objectif soit désormais la récupération et la clôture plutôt que le sauvetage. Pour la famille de Nicole,
les 4 dernières décennies ont été une épreuve inimaginable de deuil suspendu. Son père, Art Morin, est resté le visage public de cette douleur durable, gardant l'espoir qu'un jour il saura. Tragiquement, la mère de Nicole, Jeannette, est décédée en 2007 sans jamais savoir ce qui est arrivé à son unique enfant. Dans une affaire sans témoin du crime, sans confession et sans preuve matérielle, il ne reste que la théorie. La conception du 627 The West Mall n'est pas une simple toile de fond. Elle façonne les possibilités. Ce monde autonome de 429 appartements, de couloirs labyrinthiques et de multiples sorties, a créé un environnement unique pour qu'une personne puisse s'évanouir. L'une des théories les plus persistantes est que Nicole a été enlevée par quelqu'un qui vivait dans le complexe. Un ravisseur familier des lieux aurait pu facilement l'intercepter et utiliser une ruse pour l'attirer dans son appartement, un espace où le cri d'un enfant serait étouffé. L'alternative postule que l'agresseur était un étranger qui a accédé à l'immeuble. La taille du complexe voyait un flux constant de non-résidents. Un étranger aurait pu se faufiler sans être remarqué. Cette théorie est renforcée par une ironie tragique. Le jour même de la disparition de Nicole, des entrepreneurs installaient un nouveau système de surveillance. Si les caméras avaient été installées un jour plus tôt, le mystère aurait pu être résolu instantanément. La disparition de Nicole Morin est plus qu'un simple crime non résolu. C'est une cicatrice profonde et durable dans la psyché d'une ville. Pour de nombreux Torontois qui se souviennent de l'été 1985, son cas a marqué une profonde perte d'innocence, brisant la conviction qu'un enfant était en sécurité entre les murs de sa propre maison. Il reste l'un des cas non résolus les plus déroutants du Canada, un témoignage de 40 ans sur la douloureuse réalité que parfois il n'y a pas de réponse facile. L'héritage de l'affaire s'étend jusqu'au tissu même du travail policier moderne. Les difficultés de l'enquête ont mis en lumière l'importance capitale des premières heures suivant la disparition d'un enfant, contribuant à un changement fondamental des protocoles des forces de l'ordre. De cette manière tragique, l'histoire de Nicole a contribué à protéger d'innombrables autres enfants. Aujourd'hui, la recherche se poursuit, animée par l'espoir inébranlable de ceux qui l'ont connue et de ceux qui ont été touchés par son histoire. Son amie d'enfance, Melissa Elachuk, a été si marquée par l'affaire qu'elle est elle-même devenue policière. Tous sont unis par une conviction commune, reprise par les enquêteurs et le public. Quelqu'un, quelque part, sait quelque chose. Après 40 ans de silence, l'appel pour que cette personne se manifeste est plus urgent que jamais. L'affaire Nicole Morin est un puzzle auquel il manque une pièce, une histoire sans fin. Le message des enquêteurs résonne à travers les décennies, un dernier mot qui résume toute la philosophie de l'affaire non résolue. L'espoir persiste, car il suffit d'une seule nouvelle information pour faire toute la différence. Si vous avez la moindre information, n'hésitez pas. Votre appel pourrait mettre fin à 4 décennies de questions et enfin permettre à une famille de trouver la paix. N'oubliez pas de vous abonner à Traces perdues pour ne manquer aucune de nos enquêtes.